Bonjour et bienvenue au podcast. Je m'appelle Jean-Félix Perrault, je suis cofondateur de Serra Santé Communautaire. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre accessible le bien-être à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de charger un prix unique à tous nos clients, on charge entre 65 et 100 pour un service d'ostéopathie, par exemple. Et tous les montants qui sont donnés volontairement au-delà du prix minimum, on les redistribue en soins gratuits à des gens dans le besoin. Et ces gens-là nous sont référés par des organismes communautaires. Aujourd'hui, on reçoit au podcast Anne-Julie Morin, qui est une ostéopathe dont le nom résonne bien au-delà de la communauté ostéopathique. Anne-Julie est forte d'un baccalauréat en neuropsychologie avant d'avoir entamé ses études en ostéopathie. Puis, depuis 2010, elle enseigne au collège où moi j'ai étudié, donc au Collège d'études ostéopathiques, en plus de superviser les étudiants dans la clinique externe. Donc, en 2011, elle a même aussi commencé à enseigner des cours postgradués en obstétrique, puis en neurosciences appliquées à l'ostéopathie, et ça un peu partout dans le monde. Donc, c'est une ostéopathe de renom dans le milieu de l'ostéopathie. Donc, dans cet épisode du podcast, on parle d'un sujet qui m'est quand même assez cher, c'est-à-dire la différence entre le savoir-faire et le savoir-être. Donc, quand on parle de savoir-faire, on parle surtout de technique, de comment on applique nos connaissances concrètement. Tandis que le savoir-être, c'est un petit peu plus relié à comment on applique un petit peu ces techniques-là, puis c'est plus relié à qui on est. Donc, vous allez voir que Anne-Julie en a quand même beaucoup à dire par rapport à ce sujet et à tous les sujets qui sont connexes, bien évidemment. Alors, cette discussion-là, c'est une discussion que j'anticipais grandement. Il faut dire que j'avais vraiment envie de me laisser inspirer par Anne-Julie. Alors, j'espère que ça vous fera le même effet. Donc, bonne écoute à tous. Hey, bonjour Anne-Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci. Merci. Bienvenue au podcast. Oui. C'est ton premier? Oui, c'est ma première fois, effectivement. Ouais, c'est cool ça. T'avais pas trop entendu parler des podcasts avant? Non, la semaine dernière à Québec, puis une amie m'a référé à plein de références de sites intéressants à écouter. Donc, OK. T'en as écouté quelques-uns? Oui, par rapport au yoga, par rapport à la nutrition, des TED Talks aussi là, associés. Donc, voilà. Donc, Anne-Julie, t'es quand même une référence dans le domaine de l'ostéopathie. Est-ce que tu serais d'accord quand même à dire que t'es une personne quand même assez en vue dans ce milieu-là? Oui, je pense qu'en étant professeur, ça donne une plateforme. Circonstances de vie font que j'ai enseigné à l'étranger, à l'international aussi, à des formations continues. Donc, ça m'a permis de créer un réseau de liens avec différents directeurs d'école qui font que... Oui, on peut dire que je suis une référence si on voit l'exposition que j'ai là, sur la profession. Mais en tout cas, moi, c'est le feeling que j'ai. Étant ostéopathe moi-même, j'entends souvent ton nom, puis même les ostéopathes te consultent aussi. Qu'est-ce qui fait que tu peux avoir ce genre de notoriété-là, mettons, dans le milieu? Est-ce que c'est le fait que tu enseignes? Ou, la capacité d'expression, c'est sûr, va faciliter les gens à peut-être se reconnaître. Transmission des connaissances. Je crois avoir la facilité de synthèse, la curiosité en fait, qui fait que je lis et je m'informe beaucoup, une facilité de synthèse et un plaisir de transmission avec générosité, fait que ça contribue probablement à ce que j'enseigne et à ce que des gens voient en moi une ressource de réponse à des questions ou de référencement vers d'autres professionnels, tant pour les patients que pour les ostéopathes. Fait que tu communiques bien, dans le fond, tes connaissances, puis tes connaissances sont quand même assez approfondies. Ça, je pense que c'est quelque chose que moi, j'ai vu en tant qu'étudiant dans un de tes cours. Là. Puis même que tu avais les notes de cours que tu avais faites en étant même étudiante, je pense, les cours d'anatomie fonctionnelle. Oui. Fait que ça, c'est quand même un exploit, tu sais, d'apprendre le cours, puis
créer les notes de cours en même temps aussi. Fait que je pense que ça part de loin, le fait que... D'optimiser les choses. Ouais, c'est ça. Puis t'as ce genre de synthèse-là. J'ai vu aussi que t'étais devenu ostéopathe, puis que dans qu'est-ce qui faisait que t'étais devenu ostéo, il y avait le fait que quand t'étais jeune, tu disais que tu voulais devenir un médecin qui traite ce qui va bien chez les gens. Oui, j'étais petite, puis mon grand-papa, qui était français, déjà, on était petits, puis il nous donnait de l'huile de foie de morue, du calcium-magnésium, des extractions de jus frais. Donc, j'ai baigné probablement beaucoup dans cet aspect-là de l'alimentation, de l'intérêt pour la santé dans la maison. Mais petite, oui, il disait que je voulais soigner les gens, mais à partir de ce qui va bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai nommé vers 7-8 ans. Je sais pas où j'avais entendu ou pris ça. Ben ouais, c'est quand même abstrait, tu sais, de dire ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Même en tant qu'ostéo, c'est quand même difficile à comprendre comme concept. On l'a entendu en ostéo, je pense, de voir la santé chez les gens pour l'optimiser. Mm-hmm. Mais un enfant de 8 ans qui dit ça, c'est quand même particulier, pareil. Ouais. J'avais mon frère qui s'habille en samouraï, qui vit d'ailleurs au Japon depuis 20 ans maintenant, qui tripait beaucoup sur l'Orient. Donc, je sais pas si j'ai entendu dire qu'en Chine ou en acupuncture, on travaille beaucoup avec le chi, avec le potentiel de santé inhérent des gens. Donc, j'imagine que j'ai dû être influencée de ce côté-là. Mais il y avait cet aspect-là, d'aller créer de l'espace pour aider les gens à être bien. Puis, je pense que l'ostéopathie, ben ça se base là-dessus. C'est ce qui fait que quand j'ai entendu parler de la profession puis de sa philosophie, ça a juste fait ni une ni deux que c'était ça mon aquarium. Ton chemin. Ouais. Tu sais, l'ostéopathie, on a tout un peu notre façon de la décrire. T'sais. Toi, as-tu genre un genre de 2-3 phrases où que tu dis à tes patients qui savent pas trop c'est quoi, ou un genre de synthèse de qu'est-ce que c'est l'ostéopathie pour toi, pour que les gens y comprennent bien? Oui, ben j'avais des phrases clés faites au début là, de la pratique, de ostéon, structure, pathologie des structures. Donc, on aide les structures du corps, que ce soit physique, que ce soit organes, que ce soit vasculaire, nerveux, à mieux être libre de mouvement, donc avoir une meilleure fonction. Sinon, que l'ostéopathie est un art, une science, une philosophie, ça vient d'Andrew Taylor Still, ça vient pas de moi, mais je pense que dans cet aspect-là, que c'est basé sur une science de l'anatomie, que c'est basé sur une philosophie, un principe où le corps peut s'autoréguler, puis que ça devient un art quand le thérapeute... parce que notre seul outil en ostéopathie, c'est nous-mêmes. Donc, plus on prend soin de nous, plus on est disponible à être un point d'appui, un point de référence. Puis c'est dans cette relation-là thérapeutique qu'il y a de la magie, puis il y a des régulations, puis qu'il y a des relâchements, puis qu'il y a plus de mobilité qui peut s'installer. Là. C'est intéressant que tu parles d'art et de science. C'est quand même un concept qui moi, m'intéresse beaucoup. Comme pour moi, l'ostéopathie, c'est un art dans le sens que comme un artiste qui peint une toile, la technique est importante, mais c'est davantage l'intuition qui pour l'artiste qui est importante aussi pour laisser émerger sa créativité. Puis je pense que en ostéo, il y a ça beaucoup. On a chacun notre façon de faire. Puis c'est aussi une science dans le sens qu'on apprend l'anatomie à fond. Toutes les connaissances du corps humain, c'est comme infini. On peut continuer sans arrêt. Où tu te placerais dans ce continuum-là? Est-ce que tu es vraiment au milieu entre l'aspect art ou l'aspect science ou... J'explore dans le continuum en continu. Okay. Avec notre profession qui s'en va vers une réglementation. Je pense que c'est important de s'inscrire dans les données probantes, dans l'aspect scientifique, dans le concret, de pas trop chercher par notre côté créatif artistique à coller des théories externes à quelque chose qui se veut à la base être un mouvement respiratoire, une meilleure fonction dans les organes, mais laisser la place à l'intangible aussi, puis à ce qui n'est pas explicable toujours, parce que c'est dans ça des fois que ça se passe, dans des plans de conscience moins concrets, quand on parle de l'aspect plus psychologique ou émotionnel, voire spirituel de la personne, de prendre 1 heure sur une table à respirer, à prendre conscience de soi, à exprimer comment on se sent, à pouvoir des fois voir que ça n'a pas de bon sens, de rythme de vie, de consommation, d'insomnie, de sédentarité, puis à faire le choix d'être dans sa vie, d'être le pilote, ben l'ostéopathie a le potentiel d'aider ça. Ben puis des fois, c'est dans ça que ça se passe, finalement, la résolution vers moins de tension, moins de douleur, plus d'expression de qualité de vie puis de santé.
Dans l'espèce de savoir-être, dans l'intangible, dans la rencontre en ostéo, tu sais, il y a tout ce qu'on fait, il y a toutes les techniques, mais il y a aussi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on comprend pas trop. La qualité de présence, d'écoute, qui permet à la personne d'être plus présente à elle-même, puis plus en écoute. Donc, à des fois, trouver un peu plus de cohérence, puis être moins stressée. Ouais. Fait que, dans le fond, dans cette présence-là que toi, t'observes, tu sens que les gens, ils se déposent sur la table pendant que tu traites? On espère leur donner un espace de calme puis d'écoute, ouais, pour qu'ils puissent des fois faire le constat en parlant eux-mêmes, en s'écoutant parler. Ouais. De voir que d'être victime, tu sais, d'un rythme, d'être victime d'un travail, d'être dans des contextes où ils sont pas libres de choix, ben souvent, ça va créer des contraintes respiratoires, ça va créer des contraintes digestives, ça va créer des mal-être de céphalée, de troubles quelconques que le corps va exprimer. Donc, c'est ça, c'est de les ramener à voir qu'ils peuvent changer, faire des choix, puis que c'est dans ça souvent que la santé elle peut plus s'exprimer. C'est intéressant. C'est quand même assez abstrait pour, j'imagine, pour quelqu'un qui est pas thérapeute puis qui conçoit pas nécessairement tu sais, qu'est-ce qui peut se passer dans une pièce entre deux personnes qui sont juste là pour le bien. Ouais, pour se faire du bien puis pour juste enlever des barrières, tu sais, parce qu'il y a des fois, comme tu dis, on a un rythme de vie qui est nord-américain, qui fait qu'on va vite, puis on réussit pas à bien se déposer tout le temps. Tu sais, dans le fond, toi, je pense qu'il y a un côté de toi qui a des connaissances vraiment fortes, mais j'ai aussi senti dans les cours, par exemple, quand on était en train de pratiquer, que tu avais un côté sensible qui était quand même assez fort aussi. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que tu as toujours eu, ou est-ce que ça s'est développé avec le temps, ou puis tu penses que tout le monde peut développer ça en étant à l'écoute, ou... C'est une grande question quand même. Oui, je pense qu'il y a une notion de soi, il y a une notion toujours de l'environnement. Je suis une troisième de famille avec 2 parents profs de maths, donc des gens quand même philosophes aussi, mais plus cartésiens ou rationnels. Ma mère, enceinte de moi, faisait de l'anti-gymnastique, donc il y avait un côté quand même dans le corps, même si elle enseignait les mathématiques. Donc, cet aspect-là de mouvement, de ressenti, j'étais très sensible là, pour les 3 à la maison. Donc, mes frères me faisaient réagir souvent par rapport à ça. J'ai l'impression que j'ai coupé par rapport à ça pendant un bout de temps. Okay. Puis que l'ostéopathie m'a juste permis de réexplorer avec un cadre, avec une structure, avec une méthode, avec des techniques, avec des concepts. Finalement, de réouvrir la porte aux intuitions, aux ressentis, à la subjectivité, mais à toujours la regarder d'un côté plus critique avec mon cerveau objectif, rationnel qui s'était bien développé avant. Là. Parce que j'ai l'impression que comme thérapeute, il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent, tu sais, quand on termine le cours, par exemple, d'ostéopathe, puis quand on décide de débuter une pratique. Il y a des gens qui vont partir avec la méthode qu'ils ont reçue, puis qui vont vraiment l'appliquer à la lettre. Puis que de fil en aiguille, en faisant ça, il y a certaines petites intuitions ou ressentis qui vont comme se développer quand même tranquillement. Puis il y en a d'autres, moi c'était plus mon cas, c'est que la méthode, j'en ai mis de côté une bonne partie pour vraiment partir dans un ressenti. Je dirais que je suis parti dans des sensations nouvelles parce que j'avais l'impression que pendant le cours, je les avais beaucoup mis de côté, ces sensations-là. Puis même qu'il y a eu des moments où je sentais que on me faisait sentir que c'était pas le moment d'aller dans ça. Puis quand j'ai sorti de l'école, j'ai fait « OK, là, faut que je me laisse partir dans ça. » Puis on dirait que là, moi, c'est l'inverse. C'est comme les techniques, ils reviennent tranquillement parce que ils font plus de sens dans qu'est-ce que je ressens. Parce que tu as tes référentiels à toi, là, palpatoires. Ouais, c'est ça. Mais oui, je pense que dans la formation, en enseignant, j'enseignais en fin de parcours, en 5e année, puis en postgrade à des thérapeutes. Oui, on voit dans le continuum de la structure à l'aspect plus subtil énergétique qu'il y a des gens qui vont être plus dans le tangible, puis d'autres qui vont être plus dans l'intangible. Puis ce qu'on veut comme ostéopathe, c'est d'avoir développé assez de référentiels personnels dans tout ce continuum-là pour pouvoir être disponible avec la personne, de lui donner les points d'appui dans les tissus, dans les liquides, dans les fascias, dans les os, dans les artères, dans les nerfs, dans les aspects plus énergétiques.
pour travailler avec des acupuncteurs ici où on le sent, le chi, là, quand l'aiguille rentre sur le fascia, la résistance. Donc, on a cette capacité-là qui peut se développer dans nos mains en ostéopathie, dans notre ressenti à l'autre aussi. Là, juste voir comment la personne réagit à notre présence, à nos mots, à notre respiration qui change. Donc, oui, je pense qu'il y a une évolution qui se fait dans le cursus et dans le temps en tant qu'individu nécessairement, mais c'est bon de toujours rester objectif de soi pour voir on en est où, puis éviter de tomber dans moi je fais juste des épaules parce que j'aime ça, faire des épaules dans la structure, puis ça servira pas à toutes les personnes qui viennent nous voir si on reste pris dans quelque chose qui est facilitant en fait là, comme thérapeute. Donc toi, un de tes buts, c'est d'aider tous les types de personnes, ou est-ce que t'as plus des trucs que t'aimes davantage, comme certains types de clientèle, par exemple? Dans l'enseignement, déjà, d'aider les thérapeutes à faire un check-in personnel, à faire un constat de où ils sont, où ils en sont, où ils s'en vont. Ça m'aide à les aider dans leur validation palpatoire. Puis avec les gens, c'est la même chose, les aider dans leur vie à voir est-ce qu'il y a un équilibre entre leur aspect physique, leur aspect émotionnel, leur aspect psychologique. Leur aspect spirituel. Spirituel, si on retourne à la racine du mot, ça veut dire l'amour de soi. Donc, on sort du concept de religion. Donc, comment est-ce que j'ai assez d'amour de moi pour pouvoir prendre le temps de respirer, de dormir, de bouger, de manger, de gérer mon mental. Donc, c'est de ramener les gens à une éducation de base de la santé, de se remettre au centre de leur vie. Puis de là, oui, on va aider par rapport à un mal de dos, mais on va les outiller doucement à peut-être réenvisager des fois leur façon de bouger, leur façon de respirer, de manger ou de pas manger, de dormir. Fait qu'on devient vraiment des généralistes dans un sens, là, parce qu'en ostéo, on veut prendre la personne de façon globale, mais de dire qu'on va avoir un impact sur toutes les sphères de la personne, c'est quand même un gros défi, là. Toi, quel genre de défi tu te donnes quand tu rencontres une personne pour la première fois? Ça dépend de l'individu. Tu sais, si c'est un joueur de hockey qui a un impact sur la bande ponctuelle aiguë, on va le voir en inflammatoire, en récupération par la suite, mais ça va rester ça dans sa demande. Donc, on respecte la demande de la personne aussi. Si je suis dans un suivi d'une personne qui est en maladie chronique, c'est un lot qui est lourd pour le système médical en ce moment. Donc là, on devient vraiment plus multidisciplinaire à aider cette personne-là dans son évolution et certainement travailler en équipe parce que c'est pas nous qui prenons la responsabilité de la santé des patients. Je nous vois plus comme des accompagnants, des guides, des facilitateurs, des fois des gens de relais, des fois des accompagnants sur une longue période. Donc là, ça va être propre à chaque individu, là. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent en ostéopathie avec une demande spécifique qui concerne la douleur. Puis il y a beaucoup, je pense, de gens qui vont axer leur traitement là-dessus. Ouais. Moi, j'ai découvert l'ostéopathie avec quelqu'un qui me faisait sentir que tout ce que je pouvais dire avait un sens dans comment elle allait me traiter, tu sais. Fait que tous les événements que j'avais vécus, autant physique, émotionnel. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que cette personne-là, c'était pas juste la douleur, puis même dans son traitement, c'était pas un traitement qui était local sur ma douleur, puis vraiment, tu sais, c'était le feeling que ça me donnait, c'est que c'était vraiment plus global, puis des fois, quand je pense à ça, je me dis, on dirait qu'il y a un genre de personne qui agit sur la douleur, puis qu'il y en a un autre type de personne qui agit plus sur l'aspect, comme, je dirais, souffrance, tu sais, pour comme de changer un peu Puis j'irai au-delà de ça. La souffrance, c'est associé à de la peur là, versus douleur, qui est un processus neurologique spécifique. Puis je te dirais qu'au-delà de ça, je m'occupe d'une personne qui a mal. Ouais. Fait que je suis pas à regarder la douleur puis à traiter local le mal, ni à regarder la souffrance ou la peur que la personne par rapport à sa douleur, parce que là, c'est un schème psychique ou mental par rapport à quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, mais c'est plus de voir cet individu-là, puis toute la nouvelle approche biopsychosociale nous aide à mieux comprendre en ostéopathie comment on finit par des fois avoir des résolutions rapides, parce que justement, on regarde la personne dans son contexte de vie, dans son évolution, dans son construit, dans sa dynamique biologique, psychologique et environnementale, parce que c'est dans tout ça que ça se passe finalement, l'autorégulation, là. Fait que cette approche-là de
biopsychosocial, c'est dans le fond, c'est un peu qu'est-ce que beaucoup d'ostéopathes faisaient à la base, tu sais, j'ai l'impression. C'est peut-être que je me trompe parce que j'ai pas full investigué ça, mais c'est de voir la personne dans un contexte global, finalement. C'est pour ça. Les théories en neurosciences, entre autres de la douleur, où on voit qu'il faut tenir compte de cet aspect-là. C'est ce qui fait que je me suis fracturée là, il y a 3 semaines le pied avec une dalle de béton. Je marche dessus, j'ai pas mal, je le bouge, je le respire, j'en prends soin à tous les jours. Mais quelqu'un que ça pourrait nécessairement devenir un frein majeur qui l'empêche, qui serait incapacitant, avec une souffrance, une peur de ne plus pouvoir marcher. Donc, le construit de la personne va faire qu'elle va s'autoréguler, qu'elle va être résiliente ou rebondir par rapport à un impact physique, psychologique ou émotionnel de façon différente. Donc, de comprendre ça, ça permet de plus voir avec la personne. Si moi, je pense à des patientes que j'ai eues dernièrement, tu sais, qui a eu des troubles digestifs, mais là, il y avait clairement de l'anxiété associée où le trouble bactérien initial était passé. Mais là, c'est l'anxiété qui générait une difficulté à respirer, à bien se nourrir puis à digérer. Donc, à ce moment-là, on réfère en psycho, tu sais, pour qu'il y ait capacité pour cette personne-là de peut-être aller plus profond dans le mal ou le symptôme ou la souffrance associée. Parce que dans le fond, ce que ça dit, c'est que la douleur est vraiment subjective puis que c'est pas tout le monde qui réagit à un genre de stimuli nerveux, de douleur. Il y a des gens qui réussissent à quasiment l'ignorer, puis il y en a d'autres qui l'écoutent tellement, qui créent un genre de processus ou de cercle vicieux qui fait que la douleur... elle va devenir exacerbée, oui. Ouais, c'est super intéressant parce que, dans le fond, nous, notre rôle là-dedans, c'est pas un peu d'essayer de ramener un peu le patient à écouter cette douleur-là pour ce qu'elle est vraiment, plutôt que de l'amplifier ou de la diminuer. Oui, de pas la contourner, mais de vraiment respirer au travers, puis voir comment ce mal-être-là, cette tension-là, qu'est-ce qu'elle porte. Puis quand il y a des prises de conscience, il y a capacité de choix puis de modification. Donc, il y a possibilité de, je dirais pas le terme guérison. Comment ça? Parce qu'on peut pas dire qu'il y a... Ah, OK, ouais. Donc, qu'il y a possibilité de régulation. OK. Par la personne, pas par nous. Nous, on accompagne. Puis tu parles beaucoup en tout cas, je t'ai entendu parler de respiration. Puis j'ai vu que tu avais fait une formation de breathwork. Je sais pas si tu peux nous expliquer un peu c'est quoi pour toi, puis comment ça t'aide peut-être dans ta pratique ou dans ta vie personnelle. Oui, en fait, il y a 3 ans, j'ai fait ma formation professorale de yoga avec Geneviève Lacaire de Naya Life. Geneviève est une ancienne athlète qui a étudié en développement de l'entreprise aux États-Unis, qui a été aussi dans un ashram au Mexique pendant quelques années, qui a été aussi enseignante avec Shiva Ray en yoga Vinyasa Hatha. Donc, j'ai décidé de faire ma formation professorale de yoga avec elle par conjoncture de temps et parce qu'elle abordait toute l'importance d'être dans le corps physique. Parce que je conçois qu'on a beaucoup dans les démarches personnelles d'aspiration à des ressentis, à des intuitions, à des perceptions plus éthériques. Puis je pense que le but d'être en vie, d'être ici, c'est d'être dans notre corps physique. Donc, ça me parlait beaucoup de voir comment moi-même, j'avais besoin d'investir plus mon corps, de le bouger, de le renforcer. Avec les études et le bac et l'ostéo après, donc 8 ans sur des bancs d'école, nécessairement, le sport... ça prend le bord un peu. A pris le bord, malheureusement. Donc, ça a été pour moi, après la naissance de mes 2 enfants, la meilleure façon de me réinvestir dans ma vie, de constater dans mon horaire à moi comment je devais reprendre le temps de bouger, de respirer, de méditer pour être un meilleur thérapeute, être plus satisfaite de qui je suis avec mes enfants, avec mon conjoint, avec ma vie sociale et professionnelle. Et Geneviève parlait beaucoup des pranayamas. Donc, pranayama dans la médecine du yoga ayurvédique, dans cette approche-là, de quand même 3500 ans d'histoire, c'est de saisir le prana, donc de saisir l'énergie vitale. Donc, notre premier aliment à tous les jours, c'est l'oxygène avant même de se nourrir. Donc, ça m'a amené à cette importance-là de comprendre la respiration. Parce que je me posais la question à savoir, est-ce que finalement, en ostéopathie, ce qui fait que les gens vont mieux, c'est pas qu'on leur permet de se déposer et de finalement mieux respirer.
Parce que si je respire, ben ça masse mes organes, ça permet une meilleure circulation, ça me permet d'être plus conscient de mon corps, ça relâche mon système nerveux, ça permet à mes émotions d'être plus en conscience, puis de peut-être plus exprimer ce que je ressens. Puis ça permet, quand il y a une respiration optimale, des états plus de pleine conscience ou de présence. Ouais. Puis de là, j'ai fait ma formation de breathwork avec elle, de facilitateur de respiration consciente. Là, dans la respiration, ça va être la prochaine vague, j'ai l'impression, après le pilates et le yoga, de ce qu'on va entendre énormément parler. Parce qu'on voit Wim Hof, entre autres, qui par des respirations actives arrive à marcher nu-pied en Himalaya et à pas du tout avoir d'engelure ou de troubles ouais, c'est incroyable ça. Physique. On est loin dans le breathwork. J'ai appris des respirations plus de type rebirth ou transcendantal, qui était plus à caractère d'hyperventilation. Donc, le breathwork que j'ai appris est davantage de la respiration qui permet de respirer dans le ventre, d'avoir un expire qui est court, doux, qui est relâché. Donc, on est plus dans une oxygénation, une sécurisation, un appel à plus de présence dans le corps. Donc, souvent, les gens vont dire que ça leur permet de ressentir des tensions dans leur corps, de les relâcher, de revivre des fois des tensions, des traumatismes, de voir comment ça impacte leur posture ou leur ressenti. Et par la respiration en soi, bon, on active la circulation, donc ça permet des normalisations. Donc, pour moi, c'est un espace d'apprentissage et de compréhension et de connaissance qui est fascinant, que je continue en fait d'approfondir, parce qu'en aidant des gens traumatisés, post-traumatisés aussi, entre autres des femmes qui ont eu des accouchements avec de la violence obstétricale, on en parle de plus en plus au Québec comme à l'international, des anciens militants de guerre, des enfants aussi adoptés qui ont vécu de la violence physique et psychologique. Je trouve que la respiration, ça devient un trait d'union entre le corps, le physique, le mental, l'émotionnel, et que ça permet à la personne de réaliser qu'elle peut, par sa respiration, mieux s'autoréguler. Donc, c'est quelque chose que tu appliques vraiment dans tes soins? À certains degrés, à certains niveaux, à certains moments. Parce que je ne vais pas d'emblée faire respirer la personne consciemment pendant 1 heure comme on va le faire avec des groupes. Mais oui, je vais utiliser l'aspect de respirer par le nez versus respirer par la bouche. Ou par la bouche, on vient ouvrir la trachée, ça vient masser le nerf vague, là, toute la nouvelle théorie polyvagale où on voit que l'engagement social, que le nerf ventrovagal, ben, c'est ce qui nous permet d'être plus en sécurité, en relation avec les autres, versus être dans le vagal dorsal qui est plus dans notre système nerveux reptilien archaïque avec nos réponses de fuite, combat ou de freeze face à des situations concrètes ou psychologiques là, de stress. Donc, c'est d'aider les gens à comprendre leur corps, à voir qu'ils sont un système nerveux et que par leur respiration, on voit où ils en sont parce qu'à chaque pensée, on a une respiration. Donc, c'est d'outiller les gens, en fait, surtout à comprendre leur corps puis à voir que la respiration, c'est un outil simple qui peut permettre des fois de dire, ben là, est-ce que, tu sais, ce que je ressens ou ce que je perçois, c'est vraiment... Y a-tu vraiment un mammouth dans la pièce ou finalement je suis en train dans ma tête de ruminer sur tel conflit du passé ou anticiper telle situation du futur qui fait que je suis en train de me stresser, de me générer des mal-être puis de me générer des tensions ou des douleurs. Parce que j'imagine que de faire entrer une personne dans ce type de respiration-là, il peut y arriver plusieurs types de situations différentes. T'sais. Soit il y en a qui sont dans le genre de réaction où ils savent pas trop pourquoi tu leur demandes ça, s'ils sont pas assez ouverts, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui rentrent dedans mais que finalement ça suscite trop j'imagine que des fois pour certaines personnes reconnecter avec ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ça doit être quand même assez ça peut être beau dans la majorité des cas, j'ai l'impression, mais ça peut être quand même souffrant pour d'autres. Est-ce que c'est le genre de truc qui peut émerger, tu penses, ou parce que même en ostéo, ça peut être ça qui se passe sans qu'il y ait de respiration. Donc, c'est ça, c'est d'aider la personne à dire, ben, tu vois, quand je touche à ton épaule, la tension que tu ressens, il y a dans ta respiration, t'arrêtes de respirer, et les joues deviennent rouges, ou tu respires plus rapidement. Donc, c'est d'emmener la personne à être consciente de comment tu te sens en ce moment, puis comment ta respiration, tu la sens dans ton corps par rapport à comment tu te sens. Donc, non, souvent, c'est guidé plus...
sans nécessairement que ce soit une respiration bouche ouverte active, là, de juste amener les gens à être conscients dans leur corps de ce qu'on observe, puis comment ils peuvent eux-mêmes s'observer, puis dans le fond, être plus présents, puis des fois respirer plus dans une région où ça respire pas, là, par exemple, parce qu'on utilise 20% de notre capacité pulmonaire respiratoire. C'est ce qui fait qu'il y a tellement de gens qui courent aussi, parce que nécessairement, on ouvre la bouche, on active, on a des endorphines, on a la dopamine, on a plein d'hormones qui sont sécrétées par cette circulation-là sanguine qui s'en va jusqu'au bout des ongles, des orteils, des cheveux. Donc, de prendre le temps au quotidien, au travail, des fois, de juste faire quelques respirations conscientes ou de cohérence cardiaque, ça a ses avantages déjà prouvés, là. Donc, c'est des fois tout simple, là, où on va outiller les gens. Puis oui, quand il y a des traumas puis tout ça, on va référer en psycho, puis on va aider des fois à ce que dans le corps physique, il puisse intégrer plus ce qui a été relâché au niveau psychologique ou émotionnel. En tout cas, c'est super intéressant. Ça donne le goût de respirer plus. Oui. Une autre chose que j'avais envie de parler, tu sais, moi j'ai découvert l'ostéo, comme je disais tantôt, avec quelqu'un qui était un petit peu plus dans... je dirais dans l'aspect moins mécanique de l'ostéopathie, mais peut-être un peu plus sensoriel. Puis l'effet que ça donnait, c'est que c'était une personne qui avait beaucoup de ressenti, mais aussi de certitude sur qu'est-ce qu'elle ressentait. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui est positif, tu sais, d'avoir une certaine certitude de qu'est-ce qu'on affirme? Parce que j'ai l'impression que autant d'un côté, du côté plus sensoriel que du côté où il y a des gens qui ont plus de connaissances, qu'il y a comme un désir parfois de comme afficher nos connaissances ou montrer aux clients qu'il y a comme quelque chose qui a été fait, par exemple. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est présent chez beaucoup soit d'étudiants ou de thérapeutes que tu rencontres? Oui, je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment sur la reconnaissance de la profession, les mots que l'on utilise sont importants. On le voit dans les études sur la douleur qu'on peut être nocif à la personne si on lui dit, par exemple, qu'il y a une vertèbre de déplacée. C'est assez pour que la personne ait mal. Voir que quelqu'un qui fait, même dans les nouveaux tests, là, si je vais faire une radiographie, que je vois, ou une IRM, que je vois que j'ai un disque comprimé, ça peut soit générer plus de douleur finalement que j'en avais avant. Donc, d'être consciente de justement peut-être moins parler, peut-être plus amener la personne à sentir son corps. Donc, moi, c'est beaucoup ça. Ça va être beaucoup dans accompagner la personne à comprendre et connaître son corps. Je viens de faire un atelier dans la classe de ma fille cette semaine. Parce qu'en étant dans une école alternative, les parents, on doit s'impliquer. Puis c'était de juste leur apprendre à ces enfants-là de 7, 8, 9 ans que tes sensations physiques, tes pensées, tes actions, c'est tes émotions qui sont le pont entre les trois. Puis que de prendre le temps peut-être des fois d'identifier comment tu te sens dans ton corps, c'est quoi tes pensées par rapport à ça. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que j'ai de l'orgueil, de la colère, de la joie, de la tristesse? Puis comment tu peux peut-être juste prendre le temps de respirer puis de détacher par rapport à ça? Mais tu vas être moins impulsif. Puis on le voit là avec les violences, les trucs qui se passent en ce moment aussi, qu'on a une intelligence émotionnelle à développer comme humain. Puis comme thérapeute, on n'en parle peut-être pas assez dans la formation, mais c'est pas à propos de ce qu'on dit ou de nos connaissances qu'on veut étaler ou de l'enseignement que l'on veut faire ou de prouver, parce qu'on sait pas tout à fait finalement dans quoi on fait du bien encore en ostéopathie, parce que c'est toute la relation placebo aussi là, qui a un impact. Donc, de ramener ça à la personne, tu sais, comment elle se sent quand je touche cette région, est-ce qu'elle peut respirer plus là-dedans, est-ce qu'il y a des pensées qui viennent par rapport à ça, puis comment elle peut devenir un peu plus le pilote dans cet avion-là. Donc, c'est pas à propos de moi, finalement, c'est à propos de la personne qui est là que j'aide à prendre conscience de qui elle est, puis de son corps, puis de où elle se situe avec sa douleur à ce moment-là dans sa vie. Puis tu parles d'effet placebo, puis qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait en ostéopathie, mais c'est pareil pour toutes les approches, j'ai l'impression, tu sais, comme toutes les approches ont leur modèle d'application théorique, si on veut, puis qui appliquent, puis qu'au final, ça donne des gens qui ont un référentiel, puis qui vont un peu le transférer à leurs clients une fois qu'ils veulent leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais, parce que les gens, ils ont un peu soif de savoir c'est quoi mon problème, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, mais moi je suis un peu de ceux, je pense, qui parlent pas beaucoup parce que je réalise que, dans le fond, tu sais, même si je sais beaucoup de choses théoriques, tu sais,
que j'ai l'impression que j'ai pas une grande conscience de qu'est-ce qui peut se passer dans une rencontre en ostéo parce que c'est tellement vaste puis infini, tu sais, toutes les choses qui peuvent se passer dans le corps d'une personne, entre moi et la personne, en moi, puis ça affecte elle, puis qu'est-ce que ça va avoir comme influence dans comment elle perçoit la vie, tu sais, ça peut changer entre le moment qu'elle vient me voir puis après, peut-être pas d'un grand pourcentage, mais des fois c'est les petites choses qui peuvent faire des différences à long terme. Puis des fois je me doute que c'est des choses que je dis puis je m'en rends même pas tant compte que je les dis puis ça fait un changement dans la vie de la personne, tu sais. Je pense que je pense qu'une des grosses choses que l'ostéo m'apprend quand je touche au corps, c'est qu'au final, je dois être le plus humble que je peux parce que qu'est-ce qu'on sait vraiment de qu'est-ce qu'on fait, tu sais, il y a personne qui peut le prouver parce que c'est pas des maths, tu sais, c'est pas de la je dirais de la bio, formules mathématiques pour... C'est ça, tu sais, il y a pas de recette, il y a pas de avant-après, tu sais, parce que quand on essaie de faire des recherches dans le corps humain, je dirais en toutes les approches manuelles, c'est dur de faire avant-après, ça prendrait deux mondes différents. Tu sais, deux univers parallèles que dans un, on fait le test, puis dans l'autre, on le fait pas, puis là, on pourrait... Puis on le voit, tu sais, qu'une particule qui sait qu'elle est observée va se comporter différemment. Ça, c'est plus des notions de base là, du quantique. Donc, oui, que la personne soit là, qu'on l'accueille avec le temps, avec une écoute, avec bienveillance. C'est pas des choses qui sont mesurables, oui, par des questionnaires psychométriques, mais pas nécessairement par un électroencéphalogramme ou un scan ou une prise de mesure de posture. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas toujours à être evidence-based ou à être reproductible parce que ça se passe dans la relation thérapeutique, en fait, beaucoup. Il y a une étude Promote qui a été faite aux États-Unis avec Dr. Hollis King sur des femmes enceintes où on voyait finalement que celles qui recevaient des... techniques, parce que c'était pas un soin ostéopathique, là, mais celles qui recevaient quelques techniques avaient les mêmes sensations de bien-être que celles qui recevaient un ultrason avec un intervenant bienveillant. Ah wow. Donc, ça diminue pas l'ostéopathie en tant que telle, parce que là, c'était des techniques, c'est même pas un soin concret d'1 heure où on fait vraiment un soin d'ostéo spécifique à l'individu. On faisait une étude de technique qui était reproduite la même séquence pour chaque personne, ce qu'en ostéopathie, on verra jamais. Mais on voyait que nécessairement, dans la qualité de résolution de bien-être de ces femmes-là enceintes dans le dernier trimestre, ben c'était significatif que la qualité de l'intervenant avait un impact sur la satisfaction. Donc, oui, ça met de l'avant qu'il va falloir une méthode de recherche qui va être plus humaine, plus dans peut-être l'aspect de la socio ou de la psycho pour plus comprendre un peu qu'est-ce qui fait qu'on a des résultats en ostéopathie. Ouais, vraiment. Tu sais, parce que un feeling que j'ai, c'est qu'en science, on divise beaucoup pour prouver. Tu sais, c'est qu'on va isoler des paramètres pour prouver qu'il y a un résultat pour isoler tout du reste. Mais il me semble à moi que l'ostéopathie, c'est comme un mélange de tout, tu sais, puis quand on parle d'effet placebo, ben on sait pas trop qu'est-ce qu'on met dans cette boîte noire-là qui au final va sûrement contenir toutes les choses qu'on a nommées, d'écoute, de présence, puis... D'attention, d'intention, de bienveillance, de relations thérapeutiques, de lien de confiance, de disponibilité. C'est quand même fou de croire que, tu sais, au final, il y a certaines personnes avec qui on pourrait ne pas bouger beaucoup, tu sais, puis que si tu mets toutes ces choses-là en place, tu sais, puis qu'en plus, il y a une connexion entre le patient puis le thérapeute, ben, qu'il y a une grosse partie du travail qui est fait, tu sais, puis que si elle est pas en place, puis que les techniques seraient faites, tu sais, mettons que la méthode serait appliquée parfaitement, ben ça garantit pas un résultat dans ce cas-là, tu sais. Exact. Fait que c'est comme s'il faut travailler sur les deux tout le temps, puis je pense que c'est un peu de ça que tu parlais, tu sais, quand tu umami, faut avoir l'ingrédient magique qui est de pas juste mettre les éléments ensemble, mais de vraiment générer quelque chose avec ça. Puis que ça se passe entre le patient et le thérapeute. Oui. Puis est-ce que avec les années, tu penses que de plus en plus tu arrives à mettre cet ingrédient-là de connexion entre toi et les personnes qui viennent te voir? Est-ce que c'est de plus en plus présent, tu dirais? Ou c'est comme aléatoire puis on sait pas trop pourquoi ça... Dans les formations que je donne continue, j'ai des
des professionnels l'ostéopathes qui ont des 40, 50 ans de pratique qui m'ont dit qu'effectivement, c'est une des premières formations, ils avaient des fois plus de savoir-être que de savoir-faire. Donc, le savoir-être, ben des fois, on vient avec. Des fois, il faut le développer un petit peu plus. Donc, ouais, je pense que nécessairement, cette notion-là de savoir-être est super importante à notre pratique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent venir te voir, oui, pour leur douleur, mais aussi pour entamer comme un chemin de développement personnel. Parce que tu l'as dit, tu sais, c'est des gens qui, quand ils arrivent, ils vont se ressentir eux-mêmes, ils vont sentir quelque chose qui change, puis qu'ils peuvent percevoir leur corps de façon différente. Ouais, c'est plus dans ma façon de travailler aussi, de leur dire, tu sais, je vais pas prendre la responsabilité de ta santé, là. Indirectement, c'est un peu ça, là. C'est dire à la personne, ben, je peux t'aider toi à faire un constat. Oui, s'il y a quelque chose, un muscle qui a été comprimé, tu sais, on va le relâcher, mais si on est au-delà de ça sur un dos qui se barre en se brossant les dents sans impact, ben, il faut aller chercher un petit peu plus loin, là, ça compense pourquoi, c'est quoi le contexte, c'est quoi l'accumulation de tension, comment on peut venir relâcher ça. Donc, Puis, disons que quelqu'un se retrouve motivé grâce à lui-même, par exemple les séances qu'il peut avoir en ostéopathie. Tu sais, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens pour aller plus loin, genre dans cette recherche-là? Tu sais, il y a d'autres approches, il y a la psycho. Exact, mais je vais voir avec la personne, tu sais, est-ce que c'est plus le terrain psychologique, émotionnel qui semble fragilisé, donc on va leur référer à aller consulter en psycho. Il y a différentes approches en psychothérapie, psychologie aussi qui peuvent les accompagner, indépendamment si c'est un trauma, si c'est une anxiété, si c'est un état de dépression. J'ai une patiente dernièrement qui est victime de guerre, donc elle a des états ici de dépression, mais qui ont suivi à du post-trauma, à de l'anxiété généralisée, et finalement, le système nerveux finit par tomber en épuisement, donc en dépression dans son cas à elle. Donc, c'est de pair avec le psychiatre, psychologue, où on l'aide à être dans son corps, et là, elle recommence à faire de l'activité sportive sans devoir dormir 2 heures après, à avoir d'intérêt à faire du yoga, à voir que ça lui donne du bien, à mieux respirer, à s'étirer, à être moins raide dans ce corps qui a résisté tellement longtemps. Donc, ça va être dépendamment des gens. Tu sais, j'ai des mamans en postnatal où ça va être de référer en physio-périnéale pour récupérer leur petit bassin, leur posture, leur corps musculaire qui s'est perdu à travers la grossesse, de réinvestir leur entraînement physique, mais avec un regard qui comprend c'est quoi une femme après un accouchement, qui va pas aller lifter dans un gym des poids de la même façon. Donc, oui, ça peut être de travailler en acupuncture pour des personnes qui n'ont pas de cycle menstruel ou qui ont des douleurs ou des saignements abondants. Donc, c'est beaucoup de travailler de pair. C'est pour ça que la clinique ici, Équanité, c'est la magie d'être différents experts de différents domaines ensemble pour pouvoir des fois cogiter sur une problématique. Puis pour moi, c'est vraiment de référer la personne à ce qu'il y a de mieux pour elle. Donc, c'est pas... après 12-15 ans de pratique aussi, là, je peux avoir la confiance de me dire qu'il y aura de la place pour qui en aura besoin dans mon horaire. Donc, je vais pas revoir la personne pour booker mon salaire. Je vais plus m'assurer que la personne, elle est vue dans ce qu'il y a de mieux pour elle à ce moment-ci dans sa vie. Donc, c'est ce qui fait que souvent, je vais aller voir 1, 2, 3 fois. Puis si au bout de 2, 3 rencontres, je vois pas d'amélioration aucune par rapport aux symptômes, je vais nécessairement référer à ce qu'il y ait évaluation médicale, à ce qu'on pousse un petit peu plus loin, à d'autres intervenants pour être sûr qu'on arrive à comprendre, à trouver avec la personne là, qu'est-ce qui pourrait l'aider à sortir de sa douleur plus rapidement. Puis est-ce qu'il y a des choses un peu moins, disons, thérapeutiques, entre guillemets, ou moins professionnelles, comme, mettons, des lectures, des documentaires ou de la méditation? Tu sais, est-ce qu'il y a d'autres genres d'approches qui, pour toi, tu sais, que tu réfères souvent pareil, même si c'est pas nécessairement un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, par exemple? Oui, s'il y a un intérêt sur la méditation, ça va être de les référer à différents sites, à différents enseignants qu'on a à Montréal qui sont vraiment super, qui ça fait des années qui transmettent dans le milieu. Dans le yoga, les différents centres près de chez eux pour aller explorer. Par rapport à la pleine conscience, tu sais, Thich Nhat Hanh avec Jon Kabat-Zinn. Donc oui, il y a des livres certainement qu'on peut leur suggérer selon leur questionnement et intérêt. On ne veut pas non plus bombarder la personne de référence puis que ça devienne finalement
sais, changer des habitudes de vie, là, ça prend au début de la peur parce que c'est nouveau ou de l'excitation. Il y a de la résistance. Tranquillement, il y a l'envie de modifier. Finalement, il y a de l'essai-erreur, une semaine abandon. Okay. Puis après 1, 2, 3 années, on finit par intégrer la méditation au quotidien ou de l'entraînement dans sa vie ou se coucher plus tôt. Donc, il faut comprendre, je pense, en l'expérimentant pour soi, que c'est long, changer des habitudes de vie. Puis qu'avec la personne, des fois, il faut peut-être voir avec elle, dans quoi tu sens, tu sais, qu'il y a vraiment en ce moment un manque ou un besoin. Puis de tranquillement l'aider, l'accompagner là-dedans. Puis il y a des gens, je vais leur dire, j'aime mieux que tu ailles voir tel entraîneur ou tel nutritionniste, puis je vais te revoir après, tu sais, si ça va pas mieux. Mais de déjà les ramener, eux, à faire leur modification, parce que souvent, c'est dans ça que ça tient, la douleur ou les mal-être, là. Ah, ben c'est super intéressant, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. À toi. Merci de m'avoir reçu. Merci. Voilà, c'est tout pour cette fois encore. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur la clinique Equanité, rendez-vous sur le site web equanité.com, sans accent évidemment. Pour ce qui est du podcast, partagez-le à vos amis et à votre famille. C'est par le bouche à oreille que notre communauté va prendre l'ampleur. Et comme à l'habitude, on poursuit les discussions sur le groupe Facebook du podcast, dont le lien est dans la description de l'épisode. Finalement, donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, ça va grandement nous aider pour la visibilité. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine fois.